je me propose d'orienter notre réflexion de ce soir autour de deux parties essentielles. La première partie, c'est faire le point de la situation sur le terrain aujourd'hui. Et la deuxième partie, c'est essayer de relever un certain nombre de défis qui se posent à nous au regard de cette situation. Alors, la situation militaire sur le terrain, c'est que en date du 13 juin, le Rwanda et l'Ouganda, sous le couvert du M23, ont pris les contrôles de la commune rurale de Bunagana. J'ai demandé que notre secrétaire m'amène la carte. Bunagana, c'est un territoire de Rutshuru, à la frontière avec l'Ouganda. C'est un poste frontalier qui, selon la Direction générale de recettes et assises, mobilise entre 500 000 et 700 000 $ par mois. Et de Bunagana, nous avons une route qui descend jusqu'à la route qui vient de Goma vers Butembo. De Bunagana à cette route, il y a autour d'une vingtaine de kilomètres. Donc le 13 juin, le M23, par les forces du Rwanda et de l'Ouganda, ont pris le contrôle de cette commune rurale. Les témoignages concordants renseignent que les troupes rwandaises sont contournées par des positions laissées libres sur la frontière avec l'Ouganda. Et ces troupes rwandaises sont sorties donc derrière les dos des FARDC qui contrôlaient la cité. Par la suite, il y a eu des informations contradictoires d'après lesquelles Bunagana aurait été repris par les FARDC. En réalité, la nouvelle ne s'est pas confirmée. C'est que il y a des mouvements spontanés de la population de protestation. Depuis le 13, les gens du M23 appellent la population à regagner la ville, la cité. La population refuse catégoriquement jusqu'à ce jour et demande qu'elle ne pourra rentrer dans la cité que lorsque ces gens-là auront quitté. Alors il y a eu des mobilisations, des résistances de la population qui, à un moment donné, ont créé la panique dans la cité, et les gens, les quelques éléments du M23 qui étaient dans la cité ont pris fuite. Malheureusement, les forces armées de la RTC n'ont pas jugé utile d'avancer. J'ai lu la communication de la société civile qui dit qu'elle dénonçait cette stratégie-là. Parce que ce que l'on observe, dit la société civile, c'est que nos forces ne passent pas à l'offensive. Nos forces sont constamment à la défensive. Elles réagissent lorsqu'elles sont attaquées et ne prennent pas l'initiative. On se pose la question de savoir pourquoi. Alors de Bunagana, malheureusement, les rayons contrôlés par les agresseurs s'élargissent. Bunagana, c'est dans le groupement de Jomba. Et de Bunagana, ils ont progressé vers Rutshuru jusqu'à une localité, une agglomération appelée Tchengerero, c'est à 5 km de Bunagana. De là, ils ont avancé sur une autre agglomération appelée Kabindi, c'est à plus ou moins 4 km.
Mais ils ont étendu leur contrôle sur 3 autres agglomérations. Cette nuit, ils étaient, depuis 1 heure, ils ont lancé des offensives dans une localité appelée Bikenge. C'est un groupement Tebweza, toujours dans les Rutshuru. Ils tentent de contrôler cette localité-là. Ils ont élargi leur rayon dans le groupement de Boussanza. Ils ont pris un village frontalier appelé Kitagoma et un 4e groupement dans lequel ils ont foulé leurs pieds. Ils ont pris un village, c'est Gisigari. Gisigari, le groupement dans lequel se trouve le camp militaire de Rumangabo. C'est dire que militairement, quoique lentement, l'agression est en train de gagner du terrain. Ça, c'est au plan militaire. Donc, cette extension du rayon de l'agression. Alors, au plan politique, nous avons participé à plusieurs manifestations, aussi bien à Kinshasa comme à Goma. Et à Goma, aujourd'hui, à 12 h, ils se sont réunis au rond-point Signex, le président Colonel Antoine, pour un moment de prière. Ils se retrouvent encore ce soir. Ils ont décidé de faire des moments de prière chaque jour en faveur de FRDC. Le mouvement citoyen ici à Kinshasa a poursuivi les sit-ins. Nous avons participé au point de presse du président élu sur la situation où il a dévancé les événements qui se sont produits par la suite en disant dans son appel qu'il ne s'agit pas d'une crise entre le peuple congolais contre le peuple rwandais, que le peuple soit victime de politique de dirigeants cyniques et qu'il mérite mieux. Par la suite, on a assisté à des réactions portant sur de dénonciations, de dérapages, de discours, mais également au plan diplomatique. Maintenant, on a assisté à ce qui s'est passé concrètement hier, ce conclave de Nairobi, lequel conclave n'a pas désigné, n'a pas pointé du doigt le Rwanda comme agresseur. Mais avant le conclave, on a aussi assisté à un autre camouflet où, en Angola, il a été demandé à Félix de remettre les 2 militaires rwandais attrapés sur le sol congolais à Biruma. Biruma, c'est sur la RN4, la route Goma-Butembo, la route Goma-Rutshuru. C'est une localité congolaise à plus de 23 km de la frontière avec le Rwanda. Curieusement, dans sa lettre adressée au Conseil de sécurité des Nations Unies, le Rwanda dit que ces 2 militaires ont été enlevés par le FARDC alors que ces militaires étaient en patrouille sur le territoire rwandais. Non, le Rwanda dit qu'ils étaient en patrouille sur son territoire alors qu'ils ont été attrapés sur notre territoire par la population de Biruma qui a remis ces 2 militaires au FARDC. Donc, personnellement, j'estime que diplomatiquement, ce sont des défaites graves. Les preuves de l'agression sont libérées. Au même moment, l'agresseur n'est pas pointé du doigt. Et le M23 n'est pas non plus condamné. Tout au plus, bien plus, en lisant le communiqué de Nairobi, il est simplement dit que les groupes armés doivent libérer les positions conquises récemment
observer un cessez-le-feu et se retirer des positions conquises, des positions récentes. Donc on peut rester dans des positions anciennes, c'est-à-dire Tchanzuru Nyonyi et autres. Au même moment que ce communiqué leur demande de se retirer des positions conquises récemment, on se rend compte que depuis 1 heure de cette nuit, ils ont décidé d'intensifier les attaques. Et les informations non vérifiées que l'on a, c'est que leur objectif, c'est dans les plus brefs délais, avant que les états-majors de cette force régionale dont on va parler ne statuent, qu'ils aient consolidé leur position, avancé, prendre Rutshuru. Des inquiétudes disaient qu'ils voulaient couper les ponts Mabenga, c'est-à-dire qui rallient Goma à Butembo. Et s'ils coupent les ponts Mabenga, et donc il ne sera plus possible de ravitailler les VALTC par véhicule à partir de Butembo. La seule voie, ce ne sera que l'avion par l'aéroport de Goma, qui est aussi menacé du fait de la proximité avec Gisenyi. Des informations disent qu'au même moment qu'on sera en train de distraire l'opinion par ces dialogues de Nairobi. Ils veulent intensifier les tueries sur le front de Beni, sur le front de Lituri, mais également sur le front du Sud Kivu. De cette manière, les forces de FARDC sont dispersées et l'opinion est placée devant une crise grave pour justifier la nécessité du dialogue. Bon, brièvement donc, voilà ce qui est des éléments sur le terrain, c'est que contrairement à ces fameux communiqués de Nairobi, ils ont décidé d'intensifier les affrontements à partir de cette nuit et une pression de notre part s'impose. Alors, deuxième point, ce sont les défis qui se posent à nous partant de cette situation. Le premier grand défi que je perçois dans ma réflexion autour de la crise, c'est l'obligation pour nous de mettre en échec la perspective du dialogue imposé à Félix avec le M23. Le communiqué de Nairobi dit que simultanément au cessez-le-feu, le processus politique devrait être lancé entre toutes les parties. Et toutes les parties, c'est sous-entendu prioritairement le M23. Or, partant des éléments que la pression nous a permis d'avoir sur les cahiers de charges, les revendications et les accords antérieurs conclus avec le M23, il nous est impérieux de travailler à ce que cette perspective de dialogue soit tenue en échec. Parce que, comme nous l'avions dit l'autre fois, c'est que la lettre du coordonnateur du mécanisme de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba, la lettre du 20 novembre 2019, signée par M. Ibalangue Kolomba, faisait état d'une feuille de route signée le 28 octobre 2019 entre une délégation de la RDC et les leaders du M23 sous la facilitation du Rwanda, et que les points essentiels contenus dans cette feuille de route portaient sur l'amnistie, l'intégration militaire et politique des membres de l'ex-M23. Dans leur communiqué du 29 mai, les agresseurs disent qu'ils ont tenu, disent-ils, que les experts de la présidence de la République leur ont fait une contre-proposition sur laquelle deux équipes d'experts ont travaillé ensemble et ont abouti aux conclusions suivantes. Je saute
la conclusion qui retient davantage mon attention, la conclusion J, qu'ils ont convenu de la participation du M23 aux côtés du gouvernement dans la sécurisation et la pacification de l'Est de la RDC. Et à ce sujet, ils ont convenu que sur le plan militaire, le M23 va mettre à la disposition du gouvernement tous ses militaires. Ils ont convenu de la constitution d'une force de dissuasion. Il s'agissait d'une brigade spéciale d'intervention rapide avec capacité de projection immédiate à 2 composantes, 2 bataillons issus du M23 et 2 autres issus d'éléments aguerris de FARDC ayant appartenu au MLC de Jean-Pierre Bemba et celle du général Faustin Mounene. Ces unités devraient avoir une mission spécifique, une logistique adéquate et la capacité à se déployer facilement partout dans un court délai. Dernier point. Les camps de rassemblement étaient localisés à Mouesso, c'est-à-dire dans le Massissi, c'est le cas où cette brigade devait être cantonnée, afin d'éviter toute interférence dans la chaîne de commandement classique et se rassurer de bons résultats. Ces unités spéciales devraient répondre uniquement aux ordres du commandant suprême des armées. C'est l'un des éléments du style convenu d'aller pour parler du 11 et 12 juillet 2019 et co-signé dans la feuille de route du 28 octobre. Alors j'ai lu également la lettre que le gouvernement rwandais a adressée au Conseil de sécurité. Au point 8, il est dit que le gouvernement rwandais dit ceci: alors que le Rwanda a honoré la plupart des engagements, la mise en œuvre du côté de la RDC a rencontré plusieurs obstacles et retards, résultat à la fois des défis de gouvernance interne et de l'hostilité des fauteurs de troubles au sein du gouvernement de la RDC, de l'opposition et des organisations de la société civile qui sont opposées à l'amélioration des relations bilatérales entre les 2 pays. Alors, je disais que le premier défi consiste à nous mobiliser pour mettre en échec cette perspective de dialogue, d'accord? Parce que selon mon entendement, de Nairobi, la force régionale envisagée serait la couverture pour permettre à Félix de réaliser ces accords suicidaires inacceptables qui se heurtent à l'hostilité des Congolais. De la même manière que je suis tenté de penser d'ailleurs que le maintien de l'état de siège procède à ça. Donc ça, c'est un premier défi auquel nous sommes confrontés. Le deuxième défi, c'est mettre en échec la perspective du déploiement de la fameuse force régionale convenue à Nairobi. En fait, à part la RDC, 4 des 6 pays appelés à déployer leurs troupes en RDC ont déjà des groupes armés sur notre sol. La République du Soudan du Sud a l'Embororo, avec des militaires sud-soudanais qui font régulièrement des incursions sur notre territoire. Mais en plus d'Embororo, nous avons un nombre très important de réfugiés sud-soudanais sur le territoire de l'Ituri, dans la province de l'Ituri, dans le territoire de Aru. Bon, comment devrions-nous gérer la présence de ces militaires sud-soudanais sous la présence d'Embororo qui envahissent notre territoire dans cette partie-là? À part le Sud-Soudan, nous avons l'Ouganda, dont les ADF sont originaires. Mais également, nous savons le rôle que l'Ouganda a joué, 98 à 2003 à l'Ituri, par la création de divers groupes armés
tel que notre camarade Tejano nous l'a présenté la fois passée, RCD KML, RCD-N, MLC, donc la déstabilisation de tout l'Ituri avec ses ambitions territoriales, ses convoitises territoriales sur la partie de l'Ituri et la partie du Nord Kivu. Le Rwanda qui a le M23 et les FDLR, le rapport des experts des Nations Unies de 2012 a démontré que même les FDLR que la MONUSCO avait rapatriés au Rwanda quelques années avant ont été rattrapés sur le terrain dans les rangs de M23 en 2012-2013, recyclés par le Rwanda. Alors, le quatrième pays qui a déjà des groupes armés sur notre territoire, c'est le Burundi, dans le sud Kivu, avec le groupe Red Tabara et Nkumino. Est-ce que ces troupes burundaises, rwandaises, ougandaises, sud-soudanaises vont s'interdire de consolider les positions des groupes armés avec lesquels ils collaborent une fois ils se seraient déployés sur notre territoire? Autre question, ces troupes ne seront-ils pas appelées à rester le plus longtemps et leur mandat prorogé indéfiniment? L'état de siège déjà s'enlevé pose problème. Le rapatriement des troupes de la MONUSCO pose problème. Et si les troupes de ces pays-là doivent venir, a-t-on la garantie qu'à 2 mois, à 3 mois, ces troupes devraient être ramenées chez eux? Nous avons la triste expérience de l'intervention des troupes rwandaises en 2009. Elles ont fait un spectacle à Goma montrant qu'elles rentraient. Mais c'est 4 ans plus tard, lorsque le M23 surgit, que nous avons vu un bataillon de l'armée rwandaise sortir des brousses de Rutshuru, à l'étonnement de tout le monde. À part ces 4 pays qui ont déjà des groupes armés dans la partie est de notre pays, les 2 autres qui restent, le Kenya et la Tanzanie, ont des contingents au sein de la brigade d'intervention de la MONUSCO. Pour quelle nécessité faut-il encore que ce pays-là ramène des troupes? Et ce serait une force de trop à l'est de la RDC où l'on a déjà la MONUSCO, où nous avons les Ougandais dans le cadre de la mutualisation, où nous avons ces armées burundaises clandestinement autorisées par Félix en 2020, les armées rwandaises en 2019, et où nous avons plus de 120 groupes armés. Comment allons-nous contrôler la circulation des armes, sachant que tous ces militaires kenyans et autres ne viennent pas pour une œuvre d'évangélisation? Donc, le deuxième défi que nous pose le contexte, c'est de travailler à la mise en échec du déploiement de cette force sous-régionale. Le troisième défi, c'est la nécessité, l'obligation de vaincre le M23 et les autres groupes armés qui perpétrent des génocides dans la partie nord de l'Ituri. Le M23, comme je l'ai disais tantôt, selon le bruit qui reste à vérifier, sachant que ce cahier de charge est inacceptable pour les Congolais, voudrait nous mettre devant un fait accompli en progressant sur le front militaire, en occupant des terrains et en sémant le chaos dans toute la partie 4 fronts, Sud Kivu, Rutshuru, Nyiragongo, Goma, Beni et puis Ituri. Comme ça, on va nous mettre devant un fait accompli pour qu'au nom de la réunification du territoire national, nous puissions faire reddition, capituler et accepter leur cahier de charge. Alors, le quatrième défi, c'est nous mobiliser pour arrêter les génocides dans la partie nord et à l'Ituri. Au même moment que nous notons la mobilisation de la communauté internationale pour dénoncer des discours de haine, de dérapage dans les chefs
de certains manifestants, au même moment, curieusement, on assiste à un silence de l'opinion internationale face au génocide qui se perpétue depuis des années dans la partie est de la RDC. Et curieusement, selon le rapport 2015 du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, pour ce qui est des tueries à Beni, des régiments issus de l'ex-CNTP ont été nommément identifiés. Le rapport de janvier 2015 du Bureau conjoint des Nations Unies existe. Mais lorsque ces mêmes troupes surgissent aujourd'hui et quelques Congolais s'élèvent contre cette 5e agression, eh bien, tes voix s'élèvent pour dénoncer le risque de génocide. Autant que le risque de génocide doit être dénoncé et les causes de ce génocide démantelées, autant le génocide à court doit également être arrêté et ses auteurs être sanctionnés. Le défi suivant, c'est l'incidence de cette escalade militaire sur le processus électoral. Notamment, nous mobiliser pour qu'à tout prix, les élections transparentes, inclusives et crédibles soient organisées dans les délais constitutionnels. L'autre défi qui se pose à nous, c'est le défi d'obtenir la levée de l'état de siège afin de permettre aux populations de l'Ituri et du Nord Kivu de participer à la mobilisation nationale pour la paix et pour le processus électoral. Parce que, comme je l'ai dit, je me pose la question de savoir si le maintien de l'état de siège, en dépit des échecs reconnus, même par ceux-là qui l'ont instauré, je me pose la question de savoir si le maintien de l'état de siège ne procède pas de cette politique de museler les populations afin de permettre aux parrains du pouvoir à place de réaliser la mise en œuvre des accords impopulaires dont ils dénoncent l'hostilité des populations. L'avant-dernier défi, c'est le défi de la surmilitarisation de la partie est de notre République. Comme je le disais tantôt, nous avons déjà plusieurs forces. MONUSCO, mutualisation avec l'Ouganda, les FARDC, dont l'éthique en matière de circulation des armes n'est pas certaine, et puis les groupes armés. Et si aujourd'hui nous devons y ajouter 6 armées étrangères dans cette même zone, la circulation des armes risque d'exacerber la criminalité et la crise dans cette partie. Enfin, c'est le défi de la refondation et de la montée en puissance de nos forces armées de la RDC. Alors que nous sommes en face d'un pouvoir irresponsable, qui dépense des millions ailleurs, des millions sont détournés, mais les FARDC sont laissés abandonnés à leur triste sort. Et pourtant, face à cette grave menace, la nécessité d'une armée forte capable de défendre l'intégrité territoriale de notre pays, mais également la souveraineté de notre pays s'impose. Comment nous participons à relever ce défi-là? Voilà donc autant de préoccupations, autant de questionnements qui méritent nos réflexions à la suite de l'évolution actuelle de la guerre dans la partie est de notre pays et particulièrement à Rutshuru et à territoire de Nyiragongo. Tout au long de l'intervention de l'honorable,
j'ai entendu plusieurs fois parler de l'intensification de l'agression à l'Est. À cet égard, j'aimerais poser la question de savoir pourquoi l'agression s'intensifie à l'Est malgré la présence de la MONUSCO. Ça, c'est la première question. La seconde est la suivante. Ça fait un bout de temps, on parle de la guerre de l'Est. Si aujourd'hui, la communauté internationale s'approche de l'ECD ou encore vient nous voir, quelles sont les propositions que nous pouvons les faire afin de mettre fin aux hostilités à la guerre de l'Est? Et j'ai dit et je vous remercie. Ma réflexion ou question est celle-ci. Nous venions d'entendre il y a peu le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, qui a dit, parlant de Mali, il a dit que on ne peut pas défendre un pays par des forces étrangères. Et le Mali doit avoir une armée républicaine qui puisse défendre le pays. Pourquoi? Tant au niveau international qu'au niveau national. Ces dires du secrétaire général ne sont pas exploités, ne sont pas appliqués. La plupart des informations que l'honorable nous donne, se basant sur les revendications des assaillants, ils réclament beaucoup plus le respect des accords qu'ils ont signés entre le gouvernement et le groupe armé, le gouvernement et les pays voisins. Mais ces accords-là, pourquoi est-ce que la population n'est pas au courant de ça? Il y a des revendications, nous entendons par-ci par-là, mais le fond de ces accords, personne n'est au courant. Je suis heureux aujourd'hui de prendre connaissance du document que l'honorable a lu, l'accord entre le M23 et M. Claude Ibalanki, dont j'ai entendu parler, mais aujourd'hui j'ai lu au moins un extrait de cet accord-là, et nous voyons clairement ce qui est défini là. Et nous comprenons que si toutes les clauses de ces accords-là étaient mises en public, je pense qu'il y aurait des révoltes. Parce que les concessions qui sont faites là tendent justement à céder notre pays, notre territoire à ces pays voisins. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen pour rendre ces accords-là publics, pour que nous sachions et que nous puissions nous poser la question où est-ce que nous allons avec notre pays? Parce que c'est notre pays à tous. Il ne faut pas que des individus, pour des fins, je ne sais pas, pour protéger leur pouvoir illégitime, puissent céder notre pays. Donc, est-il possible de rendre public ces accords? Voilà ma question. Peut-être laissant les soins à mon aîné Claude Moualimou une question. Proposition de télécidée pour mettre fin à la guerre. Ok. Alors, je commence par la question du dernier intervenant. Respect des accords. Des accords non portés à la connaissance du peuple congolais. Comment rendre ces accords publics? Vous avez donné une réponse de savoir pourquoi ces accords ne sont pas portés à la connaissance. C'est que si le peuple était informé, n'est-ce pas, du contenu de ces accords, eh bien, le peuple ne les accepterait pas. Et ces accords sont exigés de pouvoirs illégitimes pour exploiter la faiblesse, n'est-ce pas, par laquelle ce pouvoir accède, ce régime accède au pouvoir. 2019, n'est-ce pas, le putsch électoral est fait, le pouvoir est à la recherche de soutien ça et là, et il tombe entre les bras du Rwanda et de l'Ouganda, chacun qui dit, même du Kenya, depuis l'accord cash. Le Kenya, c'est le parrain de l'accord cash. Le Rwanda qui dit, nous sommes prêts à t'appuyer, mais
à contrepartie, voici ce que tu nous donnes. Voici ce que tu nous garantis. Et le Rwanda qui n'est pas dupe, pour assurer la matérialisation des promesses qui lui sont faites, eh bien, nous l'avons dit la fois passée, depuis la troisième guerre d'agression, le Rwanda a changé de stratégie. Ce n'est plus la guerre ouverte comme 96, 97, 98, 2003. Eh bien, c'est une stratégie d'occupation militaire intensive. Il veut déployer ces éléments rwandais déguisés à Congolais. Et ce déploiement, cette occupation militaire intensive est légalisée par des accords secrets conclus tous en dehors des institutions, en dehors du Parlement. Vous avez l'accord de mixage de décembre 2006 signé entre Kunda Batoire du CNDP et John Numbi. Personne n'en connaît le contenu. On en a vu seulement les effets. Et les effets, c'était quoi? C'était que tous ces bataillons qui avaient mené la guerre de Bukavu à 2004 et qui sont restés dans le Massissi, on a dit qu'on les reconnaît désormais comme des unités de FALTC, qu'elles restent là sous le contrôle du CNTP, qu'elles sont dotées à munitions, à tenues, et chaque mois, 190 000 $ leur sont envoyés. C'est ce qui a fait que dans une interview, Kunda s'est moqué du gouvernement. Soukabila disait que le gouvernement de la RDC était le logisticien du CNTP. Un accord, personne n'en connaît le contenu, mais on en voit les effets. L'accord de décembre 2008, l'accord qui autorise l'intervention des troupes rwandaises à l'est de la RDC dans le cadre de la fameuse opération Umoja Wetu, resté secret. Les accords du 23 mars, ils n'ont été portés à la connaissance du public que plus tard, mais ce n'est pas tout le monde. Et quand vous les lisez, vous y retrouvez des choses inacceptables. Je les lisais la fois, je lisais le point, un article de la portée militaire la fois passée, où il a été convenu que le militaire issu de cette force-là, je ne l'ai pas, je l'ai laissé ici, devait être intégré au CDF-RDC et que tous leurs grades devaient être reconnus. Et maintenant, nous avons à nouveau des accords de 2019 sous Félix, dont nous commençons à avoir des éléments. Il faut lire la lettre là que le Rwanda a adressée au Conseil de sécurité. Le Rwanda fait la liste des différents accords qu'ils ont convenus avec Félix pendant leur lune de miel et qu'ils se rendent compte que du côté congolais, il y a une hostilité, dit le gouvernement rwandais, de la part de l'opposition, de la part de la société civile. Ce n'est pas de la part de leurs messieurs. Ce n'est pas de la part de leurs messieurs. Donc, que faire? Nous devons accentuer la pression pour qu'effectivement le pouvoir dise, mettre sur la place publique les contenus des accords qu'ils ont signés. Nous devons le savoir. Mais de l'autre côté, nous devons continuer, poursuivre nos investigations pour y accéder. Alors, l'autre question, je parlais de l'extension, de l'intensification de l'agression à l'Est. Que fait les troupes de la MONUSCO? Bon, deux choses. La première, c'est que ces pays étrangers ne sont pas prêts à livrer leurs militaires mourir pour notre cause. On a vu lorsque les contingents, quelques éléments du contingent tanzanien sont tombés à Beni, cela a provoqué un tollé dans l'opinion publique tanzanienne. Lorsque ces corps ont été rapatriés pour être inhumés là-bas, eh bien,
leur parlement statué pour dire pourquoi, quel est l'intérêt de la Tanzanie pour que ces militaires meurent ici. Donc ne nous faisons pas d'illusion que ce sont les Malawites, les Zimbabwéens et autres qui vont accepter de venir mourir, payer de leur sang pour défendre l'intégrité territoriale. Alors, la deuxième chose que je voudrais dire, c'est que lors de notre passage à Béni en 2019 avec le président élu, nous avons posé la question parce que toute la population de Béni nous disait que la MONUSCO ne livre pas des renseignements sur les ADF. À chaque fois que dans les rangs des ADF, il y a des enfants et des femmes. Parce que les règles d'engagement des Nations Unies ne leur autorisent pas qu'elles bombardent des troupes ennemies dans les rangs desquels on trouve des enfants et des femmes. Quoique ADF. Avons-nous le pouvoir de changer les règles d'engagement? Non. Tous ces éléments montrent la nécessité de travailler pour la montée en puissance de FARDC. Malheureusement, ceux qui ont fait la fraude électorale avaient aussi pour but de travailler à la fragilisation de l'armée pour que le plan de balkanisation se réalise. Donc, ne nous faisons pas d'illusions, même sur les troupes de la MONUSCO. Un ami me disait, même les troupes Artemis qui sont intervenues en 2003 à Bunia, c'est vrai, ces troupes ont fait du bon travail, ils ont arrêté le génocide à moins de 2 mois, mais elles ont laissé des groupes armés résiduels qui se sont développés dans l'immédiat et la situation s'est détériorée davantage. Donc, nous ne saurons pas compter sur des troupes étrangères, comme le président l'a dit. On ne peut pas s'imaginer que le garde de la souveraineté de son pays a sous-traitant la sécurité et la défense. C'est inimaginable. Madame la vice-présidente a dit le Mali, on ne peut pas défendre un pays par des forces étrangères. Je pense que ça revient, ça rejoint ce que nous venions de dire tantôt. Alors, proposition télécidée afin de mettre fin à la guerre à l'Est. Voici les propositions décidées pour mettre fin à cette situation si jamais le secrétaire général de l'ONU nous contactait pour trouver la solution. Pour nous, à l'ECD, nous avons toujours soutenu qu'il faut mettre en place des institutions et des animateurs légitimes. Il faut mettre en place des institutions et des animateurs légitimes. C'est même le sens de notre combat pour la vérité des urnes. Alors, parce que nous nous sommes battus pour la vérité des urnes, le président élu nous a engagés dans le combat que nous avons mené ici pour les réformes électorales, les réformes institutionnelles, consensuelles. Ce sont ces réformes qui devaient nous amener aux élections impartiales, transparentes, inclusives et apaisées pour que nous ayons des dirigeants légitimes capables de s'engager pour mettre fin à cette situation d'insécurité. Deuxièmement, nous allons demander au Conseil de sécurité des Nations Unies d'intimer l'ordre au Rwanda d'arrêter l'agression de la RDC à travers les M23. Nous
nous savons très bien que ce sont les Rwandais qui nous agressent et nous sommes un pays souverain, membre des Nations Unies, et que le secrétaire général de l'ONU a le devoir d'intimer l'ordre aux Rwandais de retirer leurs troupes qui sont sous notre sol, sous la label M23. Comme vous le savez, le président élu s'est toujours battu qu'il n'y a pas de paix sans justice. Il n'y a pas de paix sans justice. Il nous faut exhumer le rapport mapping pour punir tous ceux qui ont commis des crimes et qui continuent à commettre les crimes sur le sol congolais. Le Conseil de sécurité doit aussi trouver des solutions aux problèmes des ADF Nalou et aux problèmes des FDLR. Ce sont les groupes armés étrangers qui sont chez nous, non invités, et nous devons, et le Conseil de sécurité plutôt, doit s'associer aux efforts des Congolais pour que nous puissions trouver la solution à ce problème. Et vous vous rappelez, dans les différentes interventions, le président élu a toujours demandé qu'il y ait des négociations politiques au Rwanda, entre Rwandais, pour permettre le retour des réfugiés rwandais qui sont chez nous. Des négociations entre Burundais, entre Ougandais pour qu'ils rentrent. Et je tiens à vous rappeler que le président élu était opposé aux accords, l'accord cadre plutôt, tout simplement parce que dans ces accords-là, il n'y avait que des engagements pour la RDC. Et rien pour les autres pays de la sous-région qui sont auteurs des crimes dans notre pays. Enfin, comme l'a dit Madame la vice-présidente, la mission de sécuriser les populations et les biens est une prérogative régalienne qui revient dans un premier temps et avant tout aux Congolais, à l'armée congolaise. Donc, il nous faut nous engager dans la réforme de notre armée, et cette réforme doit aboutir par la formation, l'équipement des forces armées congolaises, et notre armée ou les éléments de notre armée doivent être bien payés, motivés pour se battre et mettre fin à cette agression. Je vous remercie. Les familles des militaires, il faut s'occuper des familles des militaires. Imaginez-vous aujourd'hui, et merci Président pour m'avoir rappelé, on chasse les enfants des militaires dans les écoles pour n'avoir pas payé les minervales, n'avoir pas payé certains frais. Quel est le moral d'un militaire offrant qui apprend que pendant qu'il est en train de se battre pour la République, ses enfants sont dehors, ne participent pas au cours, n'ont pas mangé, et ces enfants sont malades, ne savent pas se faire soigner. Donc il faut non seulement former notre armée, l'équiper, bien payer les militaires, mais aussi s'occuper des familles des militaires. Nous continuons la série. Je voulais juste ajouter une petite précision par rapport à la première réponse qu'on a donnée. Quand on parle de la légitimité, ce n'est pas que chez nous, hein, même le Rwanda aussi, le pouvoir là n'est pas légitime. Donc ça constitue tous les pays, c'est comme ça que le président insiste sur ça et que nous insistons là-dessus. Merci beaucoup, honorable Kassekwa. Moi, j'ai une demande. Mais demande parce que vous avez parlé des défis. Défis ezana lopoto ezana timo vocabulaire. C'est-à-dire que il faut tout ça la manso au makamboyo mon mboka Félix Tshisekedi na gouvernement na ye bazako sala pour na est
ba Congolais balingi yango te. Ngai na sengi yo biloko mibale. Omoni uta wana uti koloba, omoni batu bavandi kimia pe mawe koti na mitema ya batu. Namoni ya solo ke yo zali patrimoine pona eside, ozali patrimoine pe pona mboka oyo Congo et surtout na qualité na yo en tant que député national. Nalingaki na senga yo oleka na émission moko ezalaka na Top Congo, invité spécial na moment oyo na bondeli yo mwana mboka Kasekwa. Pe émission ya mibale elekaka na lingala ya Miriam Bokechu. Na bondeli yo soki okoki koleka na ba émission wana mibale. Soki yo sali yango okosunga bana mboka Congo pe okopesa lokumu na mosala oyo wana ya yo ozali kosala. Merci. Merci beaucoup. Honorable Kasekwa, nazo poser question. Question nanga ezaboyi. Même na Exode, tangu Nzambe abengi Moïse atindie po akende ko libérer bana Israël l'Égypte. A prévenira ki Moïse alobi boye na ko faire endurcir motema nani ya Pharaon. Na yango Moïse akendaki akeko bimisa bana Israël e ndenge salamaki suka nango nyonso oyo Nzambe asalaki alobaki yango ekokisamaki me Pharaon atosaki te. Nini tosali te pona mboka oyo pona Rwanda bandeko na biso bazokufa butu moi ata kutu ntaba kutu na nganda ntaba babomaka ebongo te balekisa kutu mikolo me bandeko na biso bazokufa de jour au jour. Tokoka ko loba nombre te na oyo ya lokuta bazobomba na oba loba tozo mona moya ko loba ezate sur ce na lingna loba nini nyonso oyo tosali e kwa butine loko te. Dernier play oyo Nzambe abetaki na Israël pour que Pharaon tosa ezalaki nini koboma mwana liboso nyonso ya Égypte. L'intervenant a parlé, je l'ai pris au mot, que l'armée est déguisée. Bon, il y a des éléments déguisés dans l'armée, dans notre FARDC. Et quand le secrétaire général a intervenu, a parlé au sujet de l'armée, qu'il fallait une réforme. C'est bien. Concrètement, moi, ma question, décider, son Excellence, Monsieur le Président, élit au pouvoir, quelles sont les solutions concrètes parce que les mots réforme, aux différentes compréhensions en face de nous, sera un peu de difficulté pour que cela soit vraiment pris en considération. Mais concrètement, si nous mettons entre guillemets les mots réforme, quelles sont les solutions concrètes que les pouvoirs de décider pour pouvoir réformer l'armée? Parce que l'armée est infiltrée, l'armée a des éléments déguisés. Concrètement, quels sont les éléments ou les solutions concrètes de notre président? Je m'appelle David Mouimbo Kitouba. Avant que je puisse commencer, je remercie d'abord le président Eli pour l'organisation de ces forums qui est plus important et qui nous met à jour en rapport avec tout ce qui se passe à l'est de notre pays. Mais ici, je vais poser la question à l'honorable Kasekwa. Parce que vous êtes les représentants du peuple, vous êtes à l'Assemblée nationale. Je voudrais savoir ici, quelle est la position de l'Assemblée nationale? Parce que vous êtes en train de voir comment est-ce qu'on est en train de massacrer, de tuer les électeurs qui vous ont élus. Vous nous représentez là-bas. Quand même, nous voulons savoir la position de cette Assemblée nationale. Et ici, je voudrais dire une chose.
nous devons cesser à nous plaindre chaque fois et à jouer à la défensive. Vous venez de le dire, que là-bas, on fait la défensive. Si on ne nous attaque pas, et nous, on n'attaque pas non plus. Mais, donc, c'est comme pour dire, comme les gens disent à la cité, un petit Rwanda. Oui, je suis en train d'atterrir, Président. Nous devons cesser de se plaindre. Chaque fois qu'on nous agresse, le petit Rwanda vient, nous tape. Et puis nous plaignons auprès de la communauté internationale pour dire que la communauté internationale, il y a Rwanda à Betibiso. Maintenant, quelle est notre position, vous, en tant que les représentants du peuple, au niveau de l'Assemblée nationale? Il y a une chose qui unit le Congolais, c'est le léopard. Depuis que l'école de conscience a commencé, nous constatons que l'Est unit tous les Congolais. C'est déjà positif. Même dans le marché, même dans les taxibus, aujourd'hui, tout le monde parle de l'Est. Voilà notre apport. Cette école a commencé le 17 mai et aujourd'hui, nous pouvons apprécier l'apport de cette école du fait que tout le monde parle de l'Est. Deuxièmement, quelqu'un m'a dit pourquoi tu cites toujours les paroles bibliques. Comparativement aux musulmans, on les appelle les insoumis parce qu'ils s'appuient sur le Coran. Nous devons avoir de fondamentaux de notre conviction. C'est ainsi qu'aujourd'hui je cite 2 versets bibliques. Acte 17, 26 dit ceci. Dieu a donné à l'homme 2 choses, la durée du temps et la terre. Et dans Genèse 2:15, il dit, pour la terre, garder et cultiver. Le combat de la terre, c'est le combat de la dignité. Quand nous disons avec Essidé, la dignité, c'est un combat de la dignité. La terre, la dignité, c'est le respect, donné dans le sacré. La terre, c'est le sacré. Donc, quand on tue un Congolais à l'Est, on a tué ton frère. Quand on a violé ta femme aussi. Donc, c'est un combat de nous tous. Et aujourd'hui, je peux dire que notre rapport est décisif pour que l'unité du Congo ne s'efface pas seulement sur le léopard, mais sur l'Est du Congo. Merci surtout de l'apport décisif de Jean-Baptiste. Donc, j'ai dit toujours que Jean-Baptiste, c'était un précurseur. Jean-Baptiste, je t'ai envoyé une vidéo cette nuit où Cohen, l'ancien secrétaire d'État aux affaires africaines, disait ceci. La mission de sécuriser la population revient au FARDC pour s'opposer à la proposition des États de l'Afrique de l'Est. Alors, ça m'a surpris que ça vienne de lui. Et c'est vrai. Et il a ajouté ceci. Il dit, lui va appeler le secrétaire d'État américain pour qu'on puisse enlever l'embargo. Parce que le Congo a un problème technique, il est sous embargo. Et avoir plus de 100 voyages d'Antoine, il n'a pas plaidé sur la levée de l'embargo. Est-ce que ça ne fait pas partie de l'hypocrisie? La fois passée, on nous a plus parlé Ituri. Et Ituri, le constat, l'orateur de la fois passée a dit que chaque fois que nous commençons, chaque fois que la guerre commence, c'est par le sud, nord, le Kivu Sud, et ça monte par Beni, et puis c'est Ituri. Mais vu notre proposition, nous parlons, le président a dit, il faut qu'on a, parmi ces propositions, il faut qu'on crée une unité spéciale qui va protéger nos frontières. Mais moi je voulais dire, pourquoi ne pas aussi aller plus loin, de créer des unités purement spéciales, je ne sais pas si ce sera la police ou l'armée, mais qui va du moins protéger les frontières entre provinces. Parce qu'on constate que ça commence par le sud, comme la fois passée il avait dit, par le sud et ça monte vers Beni. Si on pouvait déjà
anticiper dans ce sens que nous ayons déjà au début, dans chaque province, une unité spéciale pour intercaler à partir déjà des Sud Kivu pour ne pas atteindre Beni et ne pas arriver vers Ituri. Alors, la question, la deuxième, c'était, la première c'était une proposition, la deuxième, c'était que ce qui vient de se passer hier par rapport à la signature, certains disent qu'il n'y avait pas une signature et les autres disent qu'il y a eu signature. Mais étonnant, nous avons décrié tout haut que le Rwanda est en train de soutenir le M23 et aujourd'hui le Rwanda a aussi signé pour débarquer le M23. Donc c'est trop ambigu pour moi et c'est là où je voulais qu'on nous aide dans ce sens-là. Dengue, en tout cas honorable, a expliqué biso makambo ezokoleka na est kuna et pesi pasi na motema et pesi pe mawa et puis et pesi pe na kanda et c'est pourquoi na lundi na ba proposition a epsi biso ke esengeli biso population membre SID tokoka ko s'élever pour na ko faire barrer route na gouvernement oeza illégitime nande bazo ko mema biso mais eloko tikala kindi ko préciser parce que ndenge zo pesa kanda boy donc ko préciser directement ceux qui ba marché ba sitting eza déjà programmé parce que mboka ici kei wana liboso et deuxièmement na lundi pona ko barrer route et l'OCOPE OSPLC ngai na motema c'est la préparation aux élections. Alors préparation à l'élection wana mutuna nanga ezaboy parce que na SID en tout cas sur le terrain préparation ezokomona nana nuté par rapport à ba parti mususu oyo bazakutu na popularité te lokola SID bango déjà mobilisation essaye bandi alors que biso na SID plus précisément ceux qui n'ont bandi na ba coordonnateur à ba cellule en tout cas préparation ezokomona nana nu penzate c'est pourquoi na ko senga boye suivi et ko salema à partir à ba coordonnateur à cellule pe ko matane hiérarchie jusqu'à na secrétariat national de façon que ba banda déjà ko pesa ba conseil ba motivation pour élection et qu'on a vraiment réussir na kati na biso na SID. Mon Mboka Clément, j'ai pris bonne note, on va échanger pour la faisabilité. Merci beaucoup. Alors, je commence par la question, il y a mon Mboka, le Rwanda comme agresseur, en même temps le Rwanda a signé pour que neutraliser M23. Non, bien au contraire, bien au contraire. Ce qui autangi l'être il y a gouvernement et à Rwanda adressé au Conseil de sécurité à Zosa la plaidoirie pour la mise en œuvre des accords conclus avec le M23. Et le point 6 ou 7 du communiqué de Nairobi dit que on ordonne à toutes les parties d'observer un cessez-le-feu, de se retirer des positions récentes et au même moment le processus politique doit être accéléré. Qui dit processus politique entre toutes les parties. Elingi Koloba de Nairobi, on intime à Félix d'entamer le dialogue avec ces agresseurs en vue de la mise en œuvre des accords. Donc, ce n'est pas que le Rwanda a signé pour la neutralisation de sa créature M20, de sa couverture M23, mais c'est pour légitimer le M23 et qu'il soit accepté comme partie prenante au dialogue. Et c'est là que nous devons
faire attention parce que c'est le mode opératoire du Rwanda, c'est le système DG. Il fabrique une pseudo-rébellion. Il milite pour qu'à tout prix, cette agression soit reconnue comme une rébellion congolaise. Et du moment qu'elle est reconnue comme une rébellion congolaise, cela constitue une voie pour le Rwanda de déverser ces éléments dans nos services et les cantonner sur la partie est de la RDC qui est visée curieusement par la fameuse force régionale. Donc nous devons faire extrêmement attention. Alors, un autre Manamboka pose la question au sujet du Parlement. Je voudrais vous recevoir, camarades. En fait, nous ne devrions pas commettre l'erreur de croire que du mal pouvait provenir quelque chose de bien. Je crois que le cardinal s'est repenti. De la fraude électorale de 2018-2019, Tengue le cas qui, Parlement n'en est pas un. La loi, le projet de loi autorisant la ratification du traité pour l'établissement de la communauté d'Afrique de l'Est a été présenté, déposé au bureau de l'Assemblée le 8 juin 2008. On l'a programmé pour adoption en plénière. Le 8 juin 2022, je m'excuse. Il fallait tout ça la débat parce que pour nous, l'adhésion de la RDC à la communauté de l'Afrique de l'Est est inopportune, c'est hors de question. Et même des populations nous appellent de partout du sud qui vous délitourez pour dire qu'est-ce que vous faites. Mais moi, bien les cas qui leur système de jeu est connu. Pour toutes les questions importantes, ils ont un groupe de ce qu'ils appellent le révolutionnaire de l'Union sacrée. Bafandi va désigner Mokona Bango. Et curieusement, un type qu'on croirait sérieux. Jaboto et Mayo. Après présentation de l'ordre du jour par le citoyen Mosso, Mayo s'élève du président motion. J'ai motion de procédure. Il dit, ce projet de loi pour l'adhésion de notre pays à la communauté d'Afrique de l'Est vient du gouvernement. Le gouvernement a suffisamment analysé les tenants, les aboutissants, les avantages. Je ne vois pas pourquoi nous devons à nouveau réouvrir le débat ici. C'est une perte de temps. Je propose que l'on passe immédiatement à l'examen article par article puis adopte. Et la tactique connue, il soumet la motion au débat 2 pour, 2 contre. J'étais parmi ceux qui ont pris la parole contre. Et après, la motion est soumise au vote. Les résultats, les scores soviétiques est connu à l'avance. Qui sont pour la motion? C'est toute l'Union sacrifiée. Et le projet de loi est adopté sans débat. Voilà comment ça se passe. J'ai rencontré un député, Simon Ekenge Telitouré, qui racontait comment le projet de loi électoral est passé. Et il me disait ce jour-là, honorable, j'ai compris que nous ne méritons plus de porter le titre d'honorable. Nous sommes médiocres. Comment ça s'est passé? Ils ont mis des choses dont même des députés de l'Union sacrifiée avec lesquels ils n'étaient pas d'accord. Ils murmuraient déjà. Embo Solaire lance, dit, chers collègues, il semble que le questeur a prévu le transport pour vous, il vous attend là-bas. Et Babandi Kolanda Mokona Moko.
nous n'étions pas là, comme nous avons pris l'option de boycotter le débat autour de ça. Mais c'est Simon qui me raconte. Pendant qu'ils vont là, le rapporteur commence à procéder à l'appel nominal des députés pour savoir qui vote pour la loi contre. Un groupe de 40 députés, membres du parti que vous connaissez, vient s'agglutiner autour du rapporteur. Et Bazo Tanga, comme premier député, c'est un de leurs qui dit oui. Deuxième député, oui. Donc une personne présente là-bas a pu voter même 40 fois oui. Et à la fin, on dit la loi est adoptée. Donc, vous posez la question, qu'est-ce qui se passe? Quel est l'apport de l'Assemblée? Après beaucoup de batailles, on a finalement obtenu que, par exemple, l'état des sièges soit évalué à la commission de défense et sécurité. Tous les ministres concernés sont venus. On a découvert des scandales. Jusqu'au 18 avril, 74 millions de dollars débloqués du compte du trésor public pour l'état des sièges. 68% consommés par les états-majors à Kinshasa. 12% affectés au paiement des arriérés, des dettes. Ça fait 80%. Et pour les peu affectés, j'ai rencontré un militaire, je le disais ce matin dans une émission, un officier qui pleurait devant le ministre de la Défense. Il dit, monsieur le ministre Bozoyo qui s'habille Soni, les populations et le sentiment que les militaires ougandais sont plus forts que nous. Pourtant, ils viennent avec le même matériel que ceux que nous avons. Mais vous, de Kinshasa, vous nous envoyez des pièces incompatibles. Vous nous envoyez, ce n'est pas des choses qui se disent, au lieu de drones et à renseignement, basombi drones et à reportage et à match et à football. Ces choses ont été documentées. Les rapports adoptés à la plénière le 29 septembre 2021. Tilelo. Le rapport est classé sans suite. Nous n'avons pas baissé le bras, les collègues Alto, c'est là comme témoin. Nous avons presque comme des fous, nous nous sommes battus à plénière pour dire qu'on ne peut pas continuer à proroger l'état des sièges sans mettre en exécution ces recommandations. À un moment donné, les collègues de l'Ituri du Nord Kivu se sont joints à nous. Mais toutes les fois que la pression monte, Félix Abengi Bango, dans la réunion, aussitôt qu'ils se sont rencontrés avec Félix, ils retournent démobilisés. Et la pression baisse. Donc, il ne faut pas trop attendre de là. Il faut plutôt que le peuple se mobilise pour mettre en échec rapidement ce régime desquels on n'a pas grand-chose à attendre. Enfin, je pense pour les autres, alors, notre camarade Simon a donné des conseils, position de l'Assemblée. Alors, il faut peut-être dire, parmi les grandes contributions que le peuple a apportées pour mettre en échec l'agresseur, je l'ai répété, le président élu nous le répétait avant de venir ici, les manifestations pacifiques sont tellement puissantes. Et nous devons veiller à assurer le caractère pacifique de nos manifestations. La marche de juin 2004, une mobilisation sur 3-4 jours. Et la communauté internationale a obligé le Rwanda de retirer ses troupes de la ville de Bukavu. Les manifestations de novembre 2012, lorsque l'M23 a pris la ville de Goma. Les prêtres au marché, les forces acquises au changement au marché, pacifiquement, des mobilisations grandioses. Sans céder, sans tomber dans le piège de ceux qui veulent donner le caractère violent à nos manifestations. Et on a voté, on a déployé la brigade d'intervention à l'Est. En appui au FARDC, nous avons vaincu
le M23. Donc ceux qui prônent la violence sont en réalité des ennemis du Congo qui veulent faire le jeu de nos agresseurs. Ne tombons pas dans ce piège comme le président l'a dit dans son dernier message. Merci. La question de notre camarade sur les propositions de l'ECID, je vais répondre en 3 volets. Sur le plan des principes, sur le plan opérationnel et sur le plan des perspectives d'avenir. Sur le plan des principes, le président élu et l'ECID, les militaires et leurs familles. Sur le plan opérationnel, nos propositions sont les suivantes. Et je vais recommander au secrétariat, au service de notre secrétariat général de l'ECID, de reproduire le programme de 100 jours du président élu, pour que ça soit à la portée de tout le monde. Dans ce programme, il a été prévu que dans les 100 jours qui suivaient la prise du pouvoir par le président élu, Martin Fayoulou, il fallait directement et automatiquement déplacer les camps Kokolo vers Beni. Et cela devait être précédé par la réhabilitation des casernes militaires pour loger décemment toutes nos forces de sécurité et de défense. Cette opération pour sécuriser notre pays devrait être accompagnée dans les 100 jours de la mise en place d'une unité de surveillance des frontières et d'alerte. Cette unité devrait être déployée à partir du Sud-Soudan, en passant par l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi et la Tanzanie. Toute la frontière est de notre pays devrait être sécurisée. Et toujours sur le plan opérationnel, en 3e lieu, dans les mesures d'urgence, le président élu avait préconisé une réforme profonde de notre armée. Et cette réforme devait s'incliner sur le point ci-après: l'identification des forces armées et de défense de la RDC. Il fallait extirper, enlever les infiltrés des armées étrangères au sein de notre armée, former, équiper et motiver correctement notre armée, et on devait à ce stade-là mettre fin aux atrocités dans la partie est de notre pays. Et sur le plan des perspectives, chers camarades, tenons-nous prêts. Nous devons dès aujourd'hui être prêts, être en alerte maximale pour des manifestations pacifiques de grande envergure à travers toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Et dans un bref délai, nous attendons les mots d'ordre et une annonce pour que nous commençons d'ici quelques jours dans la ville de Kinshasa avant de s'étendre sur l'ensemble de la République. Je vous remercie. C'est juste un élément par rapport au communiqué de Nairobi. Le communiqué qui a été signé est en anglais. Et Félix l'a signé. Et ils prennent soin de ne pas le mettre jusque-là à la disposition du public. La version qui a été traduite en français, c'est celle qui est partagée. Et cette version-là ne comporte pas de signature parce que c'est la version, manifestement, ce sont ces services qui doivent l'avoir traduite. On se pose la question de savoir, en posant sa signature sur ce texte en anglais, en comprenait-il le contenu, mais surtout, connaissant qu'il était devant
ceux-là qui l'ont désigné, nommé au pouvoir, avaient-ils le pouvoir de résister et de barrer des dispositions qui mettaient notre pays en péril? Raison pour laquelle notre devoir, c'était de nous mobiliser pour non seulement tenir, n'est-ce pas, cette perspective de dialogue en échec, cette perspective de force régionale, mais surtout mettre en échec aussi le schéma qui consisterait à un deal entre ce paré-là et lui-même, nous plonger dans une crise identique à celle de 98, par espérant se maintenir au pouvoir tout le temps que les négociations n'auront pas pris fin. Si ces négociations vont s'étaler sur 6 mois, sur 8 mois, sur une année, sur 2 ans, ils tirent profit pour gérer le pays à toute illégitimité. Donc nous sommes plongés, placés devant un défi où nous devons nous mobiliser davantage pour mettre en échec leur complot contre nous et contre notre pays. Merci.